Le sanctuaire d'Astarté. Et maintenant, à vous, docteur Pender. Qu'allez-vous nous raconter? Le vieux pasteur eut un sourire plein de bonté. Mon existence s'est écoulée dans des endroits extrêmement tranquilles et peu d'événements extraordinaires ont traversé ma route. Cependant, une fois, alors que j'étais encore jeune, j'ai vécu une bien tragique et étrange expérience. Ah, soupira Joyce, déjà alléchée. Je ne l'ai jamais oublié, tant j'en fus impressionnée à l'époque, au point qu'aujourd'hui encore, il ne me faut faire qu'un bien petit effort pour me souvenir de la crainte et de l'horreur que j'éprouvais alors lorsque je vis un homme frappé à mort d'une manière absolument inexplicable sur le strict plan humain. Dites donc, Pender, vous me terrifiez, se plaignit Sir Henry. Je le fus moi aussi, croyez-moi, si bien que depuis lors, je ne me moque plus des gens qui parlent de l'atmosphère, bonne ou mauvaise, de certains lieux. Il y a des endroits où flottent des je ne sais quoi, au pouvoir indiscutable. Miss Marple abandonna son tricot sur ses genoux. C'est le cas des mélèzes, dit-elle, la propriété que l'on aperçoit dans les arbres au bout du village. Elle porte malheur à tous ceux qui l'habitent. Le vieux monsieur Smither, à qui elle appartenait, a été ruiné et a dû la vendre au Castor Lake. Peu après, le jeune John est tombé dans l'escalier et s'est cassé une jambe. Puis, madame a dû partir pour le midi de la France, les poumons malades. À présent, elle a été achetée par une famille, la famille Burdon. Et l'on m'a dit que le pauvre monsieur Burdon devait être opéré d'urgence. Je pense qu'il y a une grande part de superstition dans toutes ces histoires, objecta M. Pentrick. Et certaines demeures souffrent d'un préjugé défavorable à la suite de racontars stupides, étourdiments, colportés. J'ai connu un ou deux fantômes doués d'une très forte personnalité et en parfaite santé, déclara Sir Henry, sceptique en haussant les épaules. Si nous laissions parler le docteur Pender, suggéra alors Raymond. Joyce se leva et éteignit les 2 lampes. Le salon ne fut plus éclairé que par le feu qui brûlait dans la cheminée. L'atmosphère y est, dit la jeune fille en se rasseyant. Maintenant, nous écoutons. Le pasteur lui adressa un sourire, s'appuya au dossier de son fauteuil, ôta son pince-nez et se mit à parler d'une voix chargée de souvenirs. Je ne sais pas si l'un ou l'autre vous connaissez Dartmoor. La propriété dont je vais vous parler est située aux confins de la ville. Elle est très agréable, peut-être un peu vantée et isolée en hiver au milieu des arbres qui l'entourent, mais la maison est magnifique. Cependant, je sais qu'elle n'a pas trouvé d'acquéreur depuis plusieurs années. Mais à l'époque où se déroulèrent les événements dont j'ai été témoin, elle venait d'être achetée par Sir Richard Haydon, un camarade de collège perdu de vue depuis des années, mais auquel m'attachaient de solides liens d'amitié. J'acceptai donc avec plaisir son invitation et partis pour Silene Grove, sa nouvelle résidence. Je n'y trouvai qu'un petit groupe d'amis. En dehors de Richard lui-même, il y avait son cousin Elliot, une certaine Lady Mainrink et sa petite fille et sa fille Violette, jeune personne insignifiante, le capitaine Roger et sa femme, des gens agités, ne vivant que pour les chevaux et la chasse.
Simon, un jeune médecin, et Miss Diana Ashley. Cette dernière était une personne assez en vue à Londres, dont elle était une des reines de beauté, et sa photographie paraissait souvent dans les carnets mondains. Grande et brune, la peau laiteuse, les yeux toujours à demi clos et légèrement étirés vers les tempes, ce qui lui donnait un air asiatique assez piquant. Elle avait une voix émouvante où passaient des résonances cristallines. Je vis tout de suite que mon ami Richard en était très épris et je compris que notre présence avait été le prétexte commode pour lui permettre de l'inviter, elle. Je fus moins sûre des sentiments de la jeune fille, elle était capricieuse. Un jour, elle ne semblait voir que lui et ne s'adressait qu'à lui, et le lendemain, elle n'en avait que faire et s'intéressait à son cousin Elliot, ignorant alors complètement Richard, ou bien encore elle accordait des sourires les plus ensorcelants au tranquille docteur Simon. Le lendemain de mon arrivée, notre hôte nous fit visiter la propriété. D'abord, la maison elle-même, une solide construction, faite pour résister au temps et aux intempéries. Depuis les fenêtres, on avait une vue splendide sur la lande et sur les collines escarpées et rocheuses bordant l'horizon. Sur les pentes les plus proches, on distinguait des traces de l'habitat, de l'âge de pierre disposés en cercles très distincts. Plus loin, un tumulus récemment exploré. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Où est-ce que j'étais? Un tumulus récemment exploré avait permis de mettre à jour des outils de l'âge de bronze. Haydon s'intéressait beaucoup à l'archéologie et nous parla de ses découvertes avec enthousiasme. Ce coin est particulièrement riche en reliques du passé, nous dit-il. On retrouve des traces d'occupants depuis le néolithique et aussi le passage des druides, des Romains et des premiers Phéniciens. Mais j'ai mieux encore ici même. Vous savez que le domaine s'appelle Silon Grove et il mérite bien son nom. Regardez là-bas. Et de la main, il désigna à quelques 200 mètres de la maison un bouquet d'arbres touffus qui tranchait dans ce paysage assez dénudé. C'est un reste des premiers âges, reprit-il. Les arbres, certes, ne sont pas les mêmes, on en a replanté bien d'autres depuis, mais en respectant dans l'ensemble la disposition des lieux, tels que les agencèrent les Phéniciens. Venez, allons-y voir de plus près. Nous le suivîmes. Dès que je pénétrai dans le bosquet, je me sentis curieusement oppressé. Le silence, me suis-je dit. Aucun oiseau ne semblait nicher dans les branches, un sentiment de désolation et d'horreur régnait sous ces arbres. Je vis Haydon qui observait avec un sourire bizarre. « Qu'en penses-tu, Pender » questionna-t-il inquiet, mal à l'aise. « Je n'aime pas ce bocteau, répliquai-je tranquillement. C'est ton droit. Figure-toi que c'est un des hauts lieux des anciens ennemis de ta religion. C'est le bois d'Astarté. Astarté? Oui, Astarté, ou Ishtar, ou Astoret, ou tout autre nom sous laquelle elle fut connue dans l'Antiquité. Mais pour ma part, je préfère le nom phénicien d'Astarté. Et il me plaît de voir ici un ancien bois sacré consacré à cette déesse. J'imagine volontiers les rites mystérieux qui s'y sont déroulés. Les rites mystérieux, murmura Diana Ashley, les yeux embués de rêve. Je me demande bien lesquels. Sans doute pas très recommandable, lança le capitaine Roger avec un gros rire. Un genre d'ortie, j'imagine. Qu'est-ce que je raconte? Un genre d'orgie, j'imagine.
Edon, sans tenir compte de cette interruption, poursuivit. Au centre du bosquet, il devait y avoir un temple. Je ne peux pas m'amuser à reconstruire des édifices religieux de jadis, mais j'ai quand même imaginé quelque chose. Bonne nuit, Ryan, courage à toi. J'espère que tu seras là vendredi et que ça fonctionnera vendredi parce qu'on va parler, des glaciers comme tu m'as demandé et des civilisations qui s'y cachent. Donc, au centre du bosquet, il devait y avoir un temple. Je ne peux pas m'amuser à reconstruire les édifices religieux de jadis, mais j'ai quand même imaginé quelque chose. Nous étions arrivés à une clairière au milieu de laquelle s'élevait un petit kiosque en pierre. Diana interrogea Richard du regard. Je l'appelle le sanctuaire de l'idole. C'est le sanctuaire d'Astarté. Il nous fit signe de le suivre à l'intérieur. Une ancienne statuette représentant une femme assise sur un lion, le front surmonté d'un croissant, était posée sur une colonne tronquée en ébène. L'Astarté des Phéniciens, présenta Edon, la déesse de la lune. La déesse de la lune, répéta Diana avec animation. Oh, organisons quelque chose ce soir, déguisons-nous et lorsque la lune sera levée, nous viendrons jusqu'ici, rendre hommage à Astarté. J'ai un mouvement de réprobation, presque machinal, et Elliot se tourna vivement vers moi. Vous n'aimez pas tout ceci, padre s'inquiéta-t-il. Non, pas du tout, répliquai-je. Il me jeta un regard intrigué. Mais vous savez bien que ce sont que des sottises. Richard ne peut absolument pas savoir si ce bosquet fut jadis le site d'un bois sacré. C'est un amusement pour lui. Ça lui plaît de jouer avec cette idée. Et même si, eh bien, il rit d'un air gêné. Vous ne pouvez pas croire à ces sornettes, vous, un pasteur. Je ne suis pas sûre qu'en tant que pasteur, je ne doive pas y croire. Mais tout ça n'existe plus. Je n'en suis pas aussi certain que vous, répliquai-je d'un ton rêveur. Je sais seulement ceci. Je ne suis pas d'habitude sensible à l'atmosphère, mais depuis que j'ai pénétré sous les arbres, je ressens une curieuse impression, un malaise, plutôt comme si un danger me menaçait. Il jeta un coup d'œil gêné par-dessus son épaule. Oui, c'est assez curieux. Mais j'avoue que moi aussi, notre imagination nous joue certainement quelques tours. Qu'est-ce que vous en dites, Simon? Le docteur resta silencieux une minute ou deux avant de répondre. Je n'aime pas non plus ce bosquet. Je ne peux pas dire pourquoi, mais j'y suis mal à l'aise, oppressée sous ces branches touffues. À cet instant, Violette se rapprocha de moi. Je déteste cet endroit, je le déteste, sortons de là. Nous revînmes sur nos pas, et les autres nous suivirent. Seule Diana s'attarda, et lorsque je tournai la tête, je la vis sur le seuil du kiosque, la tête à demi tournée vers l'intérieur pour contempler la statuette. La journée fut particulièrement belle et chaude, et la proposition de Diana fut retenue. L'après-midi se passa en chuchotements, en rires, en préparatifs mystérieux. Et lorsque nous retournâmes à l'heure du dîner sous nos divers accoutrements, la salle à manger retentit des exclamations amusées habituelles en ces circonstances. Les Rogers formaient un couple de l'ère néolithique très réussi qui expliquait la disparition mystérieuse de tous les devants de feu. Richard Edon était un marin phénicien, son cousin un chef de brigands, Simon un cuisinier, Lady Mannering une infirmière et sa fille
une esclave circassienne. Je m'étais fabriqué une sorte de robe de moine. Quant à Diana, qui parut la dernière, elle désappointa un peu tout le monde. Elle avait revêtu un simple domino noir, bien quelconque. Je suis l'inconnue, dit-elle d'un ton léger. Maintenant, pour l'amour de Dieu, mettons-nous à table. Après le dîner, nous sortîmes dans le jardin. La nuit était magnifique et la lune montait lentement dans le ciel. Nous bavardâmes en nous promenant sous les arbres et 1 heure passa avant que nous remarquâmes l'absence de Diana. Elle n'est certainement pas allée se coucher, dit Richard. Violette secoua la tête. Oh non, elle est partie de ce côté-là. Il y a environ 1/4 d'heure, dit-elle, en désignant de la main le petit bois qui paraissait particulièrement sombre sous le clair de lune. Qu'est-ce qu'elle peut bien y fabriquer? S'écria Richard. Quelque diablerie sans doute. Allons voir. Nous lui emboîtâmes le pas, curieux de découvrir ce que faisait Miss Ashley seule dans cette obscurité. Personnellement, je ressentais une répugnance instinctive à pénétrer sous ces arbres. Quelque chose de plus fort que moi semblait même me pousser à m'en éloigner au plus tôt. Ce qui me convainquit tout à fait du caractère maléfique du lieu. Je pense que je n'étais pas le seul à éprouver ce sentiment, mais à mon avis, aucun de mes compagnons n'aurait voulu l'avouer. Les arbres étaient si proches les uns des autres et leur feuillage si touffu que le clair de lune y pénétrait à peine. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions sous les arbres, nous étions environnés de murmures et de soupirs inexplicables. L'impression était étrange au possible, et d'un commun et tacite accord, nous restions groupés. Soudain, nous débouchâmes dans la clairière et nous restâmes cloués sur place, debout sur le seuil du sanctuaire de l'idole. Une silhouette, perdue dans des voiles diaphanes, le front surmonté d'un croissant lumineux, se tenait immobile. « Seigneur !» s'écria Richard, dont le front se couvrit de sueur. Mais Violette ne s'y laissa pas prendre. « Mais c'est Diana !» s'écria-t-elle. « Comment s'est-elle affublée ?»« Oh, mais regardez-la !» La silhouette indistincte élevait les mains dans un geste de supplication ou d'offrande. Elle fit un pas en avant et se mit à chanter d'une voix haute et claire. « Je suis la prêtresse d'Astarté. Malheur à celui qui approche, car je tiens la mort dans la main. » « Ne faites pas ça, ma chère, protesta Lady Manning. Vous nous donnez la chair de poule. » Haydon eut un élan vers elle. « Seigneur, Diana, cria-t-il, vous êtes merveilleuse. » Mes yeux étaient habitués à l'obscurité et je distinguais mieux la jeune femme. Comme l'avait remarqué Violette, elle était métamorphosée. Le caractère oriental de son visage était accusé et il y avait quelque chose de cruel dans l'éclat de ses yeux et dans le sourire bizarre qui flottait sur ses lèvres. Je n'avais jamais vu une expression semblable sur un visage féminin. « Prenez garde, menaça-t-elle. N'approchez pas la déesse. Si quelqu'un lève la main sur moi, il est mort. » « Vous êtes merveilleuse, Diana, répéta Haydon. Mais cessez cette comédie. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. » Il fit un pas en avant, mais elle étendit le bras vers lui, arrêtant son élan. « Arrêtez, cria-t-elle. Un pas de plus, et la main d'Astarté vous frappera. » Richard éclata de rire et s'élança, mais brusquement,
Une chose bizarre se produisit. Il vacilla, parut trébucher, et s'étala et resta allongé, sans un mouvement. Soudain, Diana éclata d'un rire hystérique qui brisa d'une manière horrible le silence pesant dans la clairière. Le charme maléfique était rompu et Elliot s'élança vers le corps immobile avec un juron. Je ne peux pas supporter une chose pareille, cria-t-il. Lève-toi, Dick, lève-toi, mon vieux. Mais Richard ne bougeait toujours pas. Son cousin s'agenouilla à ses côtés, le tourna et se pencha anxieusement vers son visage. Et puis, il se releva d'un bond et les bras ballants, le menton sur la poitrine, vivante image de la stupeur horrifiée dressée au-dessus de son cousin, toujours étendu et toujours privé de mouvement. Il bégaya: Docteur, docteur, venez vite, je crois qu'il est mort. Attendez, je prends un coup. Simon courut, et Elliot revint vers nous à pas lents, les yeux fixés sur ses mains d'une manière que je ne compris pas. À ce moment-là, Diana poussa un hurlement sauvage. Seigneur, je l'ai tué. Je l'ai tué, je ne sais pas comment, mais je l'ai tué. Et elle s'écroula, évanouie sur l'air, ce qui déclencha un appel anxieux de Madame Rogers. Je vous en prie, messieurs, partons d'ici, implora-t-elle. Que va-t-il encore nous arriver? C'est affreux. Elliot m'agrippa à l'épaule. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Je vous assure que ce n'est pas possible. Un homme ne peut être tué de cette manière. C'est contre nature. J'essayai de le calmer. Il doit y avoir quelques explications. Votre cousin devait avoir une maladie de cœur ou le choc et l'excitation ont dû déclencher une crise. Il m'interrompit. Mais vous ne comprenez pas, dit-il. Il leva les mains vers moi et je vis une traînée rougeâtre. Dick n'est pas mort d'un choc. Il a été frappé au cœur et il n'y a pas d'arme. Incrédule, je le regardais les yeux écarquillés et à cet instant, Simon se releva. Il se dirigea vers notre groupe, le visage blême, les lèvres frémissantes. « Sommes-nous tous fous ?» murmura-t-il. « Des choses pareilles peuvent-elles vraiment arriver ?»« C'est donc vrai ?» demandai-je. Il inclina la tête. La blessure paraît provoquée par un long poignard effilé, mais il n'y a pas de poignard. Nous nous regardâmes les uns les autres. Ce n'est pas possible, cria Elliot. Il faut qu'il soit là. Il doit y être. Il a dû tomber dans l'herbe. Cherchons. Ce fut en vain que nous scrutâmes le sol. Violette jeta soudain. Diana tenait quelque chose à la main, une sorte de poignard. Je l'ai vue étinceler lorsqu'elle l'a menacée. Elliot secoua la tête. Richard était au moins 3 mètres d'elle, dit-il. Lady Mannering était penchée sur la fille prostrée sur le sol. Elle n'a rien dans les mains. Il n'y a rien par terre, dit-elle. Es-tu sûre d'avoir vu quelque chose, Violette? Le docteur Simon s'approcha de Diana. Il faut la transporter à la maison. Voulez-vous nous aider, Roger? Nous emportâmes la jeune fille inconsciente, puis nous revînmes chercher le cadavre de Sir Richard. Le docteur Pender interrompit son récit et jeta un regard d'excuse à ses amis.
De nos jours, grâce à la diffusion des histoires policières, n'importe quel gamin sait qu'un cadavre doit être laissé là où on l'a trouvé. Mais à cette époque, nous n'en avions pas la moindre idée, et d'un commun accord, nous le ramenâmes chez lui. Et comme le téléphone n'était pas encore installé, le maître d'hôtel fut dépêché à bicyclette pour aller chercher la police à une quinzaine de kilomètres de la propriété. Elliot me prit alors à part. Écoutez, dit-il, je retourne là-bas. Il faut retrouver cette arme. S'agissait-il bien d'une arme répliquai-je, plein de doute. Il m'agrippa le bras et le secoua avec fureur. Vous vous êtes mis cette idée stupide en tête, s'emporta-t-il. Vous croyez que la mort est due à une cause surnaturelle? Eh bien, nous allons voir. J'étais tout à fait disposé à une telle démarche et je fis l'impossible pour le persuader de ne pas retourner à la clairière, mais sans succès. La simple idée de ce bouquet d'arbres étroitement serrés les uns contre les autres m'était odieuse et j'avais le pressentiment d'un autre malheur. Mais Elliot avait résolu, en dépit de la peur qu'il éprouvait, sans vouloir l'admettre, à éclaircir ce mystère. Nous passâmes une nuit épouvantable, incapables de dormir, incapables de faire quoi que ce soit. Et lorsque les policiers arrivèrent, le récit que nous leur fîmes les laissa parfaitement sceptiques. Et ils voulurent interroger Miss Ashley. Mais le docteur Simon, qui lui avait administré un puissant somnifère, après sa sortie de son évanouissement, s'y opposa avec force. Il ne fallait pas la tourmenter à propos de cette affaire jusqu'au lendemain, dit-il. Nous n'avions pas pris garde à l'absence d'Elliot. Lorsque vers 7 heures du matin, le docteur Simon demanda tout à coup où il était. J'expliquai alors qu'il avait voulu faire et le visage et le grave attendez. J'expliquai alors qu'il avait voulu faire et le grave visage du médecin s'assombrit encore. Coucou Métos, comment vas-tu? J'aurais préféré qu'il restât tranquille, murmura-t-il. C'est absolument téméraire. Vous en pensez pas qu'il lui soit arrivé, vous ne pensez pas qu'il lui soit arrivé quelque chose? J'espère que non. Je crois, Padre, que nous devrions aller voir tous les deux. Il avait raison, mais je dus faire appel à toute ma raison pour dominer ma nervosité et accomplir mon devoir. Nous pénétrâmes une fois de plus sous les arbres et commençâmes à parler. Sans résultat. Pressant le pas, nous avons atteint la clairière faiblement éclairée par la pâle lumière du matin. Simon saisit mon bras et je poussai une sourde exclamation. Était-ce un cauchemar? Exactement à l'endroit où le soir précédent, un homme était étendu dans l'herbe, face contre terre, sous la clarté de la lune, ce matin, dans le jour gris, un homme était étendu dans l'herbe, face contre terre. Seigneur, s'exclama Simon, lui aussi. Nous courûmes vers Elliot, car évidemment c'était lui. Il respirait encore et cette fois, il n'y avait aucun doute sur la cause de la blessure. Un long et fin poignard de bronze était resté dans la blessure. Il avait été touché à l'épaule. C'est une chance. Ma parole, je ne sais que penser, mais puisqu'il n'est pas mort, il pourra nous expliquer ce qui s'est passé. Mais Elliot ne put rien expliquer. Nous démêlâmes de son récit confus qu'il avait longtemps et en vain cherché l'arme du meurtre et ensuite il s'était immobilisé pour réfléchir à ce qu'il devait faire près du sanctuaire de l'idole.
Ce fut alors qu'il éprouva le sentiment qu'on l'observait d'entre les arbres. Il tenta de lutter contre cette impression, mais fut incapable de secouer le malaise qui envahissait son être peu à peu. Un vent froid s'était levé qui semblait venir non de l'extérieur, mais de l'intérieur du sanctuaire. Il se retourna, scrutant l'obscurité, et il crut voir la petite statuette bouger, grandir, devenir plus large et plus haute, et puis un coup à la tempe venu d'où? Porté par qui? Le fit chanceler et tomber. Au même instant, il éprouva une douleur fulgurante à l'épaule gauche. On identifia le poignard comme l'un des ceux qui avaient été retrouvés dans les fouilles de la colline et que Richard avait acheté. Mais personne ne semblait savoir s'il le gardait dans la grande maison ou s'il l'avait placé près d'Astarté. Pour les policiers, c'était Miss Ashley qui avait délibérément frappé Richard. Mais comme nous fûmes unanimes à déclarer que Richard était toujours resté à au moins 3 mètres d'elle, ils ne purent relever aucune preuve contre elle et l'affaire resta un mystère. Il y eut un silence. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas vu le commentaire de Fanny. Attendez, parce que je cherche après ma page. Voilà. Quelle étrange histoire, dit enfin tout haut Joyce. Il semble qu'il n'y ait rien à dire tant c'est horrible. Est-ce que vous avez trouvé une explication vous-même depuis lors de ces faits incompréhensibles, docteur Pender? Le vieillard hocha la tête. Oui, j'ai une explication. Une espèce d'explication, mais certains faits sont toujours demeurés mystérieux pour moi. J'ai assisté à des séances de spiritisme, raconta Joyce, et que l'on le veuille ou non, il s'y passe des choses étranges. On pourrait peut-être expliquer ce meurtre par une espèce d'hypnotisme. La jeune fille se prenant réellement pour la prêtresse et parvenant d'une manière ou d'une autre à frapper M. Hayden. Peut-être en lançant le poignard que Miss Violette avait vu briller dans sa main. Pourquoi pas aussi une sorte de javelot ou de lance, suggéra Raymond. Après tout, le clair de lune pénétrait à peine sous les arbres et Miss Ashley aurait pu frapper Richard à distance sans que vous ne vous en rendiez compte, car vous étiez tous sous l'influence d'une sorte d'hypnotisme collectif. Vous étiez persuadés qu'il allait arriver quelque chose, qu'il allait être châtié d'une manière surnaturelle, et vous avez vu toute l'affaire sous cet angle. Et oui, ça prend du temps tout ça. Exactement. Dites-vous que c'est à peu près pareil pour moi, hein. J'ai vu au music hall des tours extraordinaires réalisées à l'aide de couteaux et de diverses armes de jet, observa Sir Henry. Il n'est pas impossible qu'un homme ait été caché derrière un arbre et qu'il ait pu lancer un poignard avec une précision incroyable sur sa victime. Me revoilà. Tu as mangé, Véro? Mais c'est à la condition, évidemment, qu'il s'agisse d'un professionnel. J'admets, cette explication est un peu tirée par les cheveux, mais c'est la seule qui me paraisse plausible. Quant au fait que Miss Manning ait vu une arme dans la main de Miss Ashley et que les autres ne l'ont pas vue, ce n'est pas surprenant.
Si vous aviez si vous aviez mon expérience de témoignage, vous sauriez que 20 personnes décrivant le même événement le rapportent d'une manière incroyablement différente, chacun étant de bonne foi. Mmh. Mmh. Monsieur Petrick toussota. Mais vous semblez oublier un fait, remarqua-t-il. Qu'est devenue l'arme? Que pouvait faire Miss Ashley d'un javelot, telle qu'elle était debout devant toutes ces personnes? Et s'il y avait un meurtrier dissimulé sous les arbres, qui aurait lancé le poignard? Celui-ci aurait été retrouvé dans la blessure lorsqu'on a retourné la victime. Non, je crois qu'il faut écarter les suppositions et les théories et nous en tenir aux seuls faits. Et où nous conduira-t-il, à votre avis? Eh bien, à l'évidence même, personne n'était près de l'homme lorsqu'il a été frappé. Donc la personne qui pouvait le frapper était lui-même. Il s'agit, d'après moi, d'un suicide. Mais quelle raison aurait pu faire que ce monsieur se suicide? Demanda Raymond. L'homme de loi tout sauta à nouveau. Comment vous répondre, sinon par une théorie que je ne veux pas y avoir recours? Donc, à mon avis, et sans tenir compte non plus du surnaturel, il s'est frappé d'une main ferme et avant de tomber, il a lancé le poignard sous les arbres. Ce n'est peut-être pas très convaincant, mais c'est possible. Ah bon? Quelle idée? Je ne sais vraiment que dire, commença Miss Marple. Je suis tout à fait perplexe, mais il arrive des choses tellement curieuses. L'an dernier, à la garden party de Lady Sparley, l'homme qui mettait en place le jeu du clock golf a trébuché contre une des marques. Il est tombé et il a perdu connaissance pendant plus de 5 minutes. Mais, ma chère tante, il n'a pas été poignardé, remarqua Raymond. Bien sûr que non, mon petit, et c'est bien ce que je vous dis, bien entendu. Il n'y a qu'une manière dont le pauvre Sir Richard a pu être poignardé, mais ce que j'aimerais savoir, c'est qui l'a fait trébucher. Une racine, sans doute. Il devait regarder la tombée de la nuit, même lorsque la lune brille un peu. Vous avez dit que Sir Richard n'avait pu être poignardé que d'une seule manière, Miss Marple, demanda le pasteur. Comment cela? C'est très triste et ça m'ennuie beaucoup d'y penser. Il était droitier, n'est-ce pas? Je veux dire qu'il a pu alors se frapper lui-même facilement à l'épaule gauche. J'ai toujours été triste en pensant à la blessure que le pauvre Jack s'est faite au pied pendant la guerre après d'un dur combat du côté de Arras. Il m'a raconté comment c'est arrivé lorsque je suis allée le voir à l'hôpital. Et il en avait bien honte. J'espère que cet Elliot n'a pas profité de son horrible crime. Elliot, vous croyez sérieusement que c'est lui? S'écria Raymond. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire, répliqua avec calme Miss Marple, étonnée et amusée par l'émotion de son neveu. Je veux dire, comme vient de le faire remarquer si sagement M. Pentrick, on s'en tient aux faits et on ne se laisse pas impressionner par l'atmosphère méphistique créée par ces histoires de mauvaises déesses païennes. Elliot s'est donc approché de Richard, l'a retourné et réfléchissait qu'à ce moment-là, il tournait le dos à tout le monde. Il était habillé en chef de brigand et il devait donc avoir au moins un poignard placé à sa ceinture.
Je me souviens que j'ai dansé dans ma jeunesse au cours d'un bal masqué avec un des chefs brigands et ce garçon avait au moins 5 couteaux et poignards autour de la taille. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'était désagréable pour la partenaire. Tous les regards se retournèrent vers le docteur Pender. J'ai su la vérité 5 ans après le drame, raconta alors le pasteur. Elliot m'écrivit. Il me disait qu'il avait toujours imaginé que je l'avais soupçonné. Il avait eu une brusque tentation. L'un n'était qu'un pauvre avocat. Non, attendez, j'ai sauté une ligne. L'un et l'autre aimaient Diana, mais lui n'était qu'un pauvre avocat. Richard disparut et en possession de sa fortune, tous les espoirs lui étaient permis. Le poignard était tombé au moment où il s'est agenouillé près de Richard. Et avant même d'y avoir réfléchi, il lui avait plongé l'arme dans la poitrine et l'avait remise à sa ceinture. Un peu plus tard, il s'était blessé lui-même à l'épaule pour détourner les soupçons. Il m'écrivait tout cela, me disait-il à la veille de partir pour une expédition au pôle Sud, et dans le cas où il reviendrait, ou dans le cas où il ne reviendrait pas. Je ne crois pas qu'il avait l'intention de revenir, car, ainsi que le disait tout à l'heure Miss Marple, son crime ne lui a pas profité. J'ai vécu un enfer, écrivait-il. J'espère que je pourrai expier mon crime en mourant de manière honorable.